Et alors, deux choses qui m'ont un peu choquée. Ma présence n'était pas la bienvenue. Et surtout, on garde le justificatif de tout. Il y a des volontés politiques, donc on essaie d'être le plus carré possible. Bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Le casque et la robe. Alors aujourd'hui, je reçois Marie Vogt, qui est avocate en droit du travail. On se connaît toutes les deux depuis un peu plus d'1 an parce qu'on partage le même cabinet. Tout à fait. Un beau cabinet Place Saint-Georges, Paris 9e. Bienvenue Marie. Merci Marie de m'accueillir dans ton podcast. Voilà, Marie, on va s'en sortir. On va s'en sortir, tout va bien se passer. C'est certain. Et donc, pourquoi on échange aujourd'hui ? Parce qu'à plusieurs reprises au quotidien, l'une vient dans le bureau de l'autre, parce qu'on accompagne les mêmes entreprises pour des sujets transverses finalement. Moi, côté droit de la construction, et toi, côté droit du travail. Et alors, du coup, explique-nous un petit peu ton parcours. Ça fait combien de temps que tu exerces dans cette matière ? Alors moi, je suis avocate depuis 2010, donc ça fait maintenant 15 belles années que j'exerce de cette profession. Bravo. Donc je consacre mon activité exclusivement en droit du travail, comme tu l'as dit, et auprès d'une clientèle variée, parmi lesquelles je peux accompagner des entreprises, notamment du bâtiment, quand elles ont des problématiques, donc toujours en droit du travail, sur des aspects soit conseils purs sur des relations, des questions de relations individuelles ou collectives au travail, et malheureusement parfois quand ça peut arriver sur des problématiques contentieuses, Ouais. quand des juridictions sont saisies d'un litige qui peuvent les concerner. Par exemple, d'un litige qui les oppose à un de leurs salariés, ou on pourra en parler aussi avec les problématiques de l'administration du travail. Ouais. Donc en fait, toi, quand tu as traité des entreprises du bâtiment, une des problématiques qui revient sur cet aspect-là, droit du travail et relations entre salariés et employeurs, c'est les choix que fait l'employeur. D'ailleurs, quand je dis salarié, c'est pas forcément salarié, justement. Ça peut être des cas où l'employeur a un besoin de main-d'œuvre pour gérer une croissance d'activité. Mmh. Et donc, il fait appel à de l'intérim. On sait que dans le secteur du bâtiment, l'intérim, c'est quand même un des moyens de gestion d'une entreprise. Tu as pu avoir, toi, des dossiers plutôt aspect contentieux, du coup ? Oui, alors sur cette thématique effectivement Ouais. de l'intérim, pourquoi c'est vrai que dans le secteur du bâtiment, les entrepreneurs, les artisans ou même les grandes entreprises du BTP font appel beaucoup à des salariés intérimaires, c'est parce qu'elles peuvent être confrontées lors d'un chantier à des délais qui sont difficiles à tenir, ou à un manque tout simplement de personnel qualifié pour pouvoir accomplir les tâches nécessaires au bon déroulé du chantier. Et ces entreprises-là, c'est vrai que pour permettre en fait d'avoir du personnel à disposition qui leur permettent de faire le chantier et jusqu'à sa finalité et respecter les délais, elles vont faire appel à des entreprises de travail temporaire ce qui a l'avantage en fait de s'éviter d'avoir à gérer aussi tout l'aspect administratif de la signature des contrats, etc., etc. Simplement, l'intérim, c'est strictement encadré par la législation française. C'est-à-dire que, notamment, alors il y a des motifs de recours qui sont strictement définis par le Code du travail. Et donc, on ne peut pas recourir à l'intérim sans respecter ce cadre prédéfini. Donc, il faut bien caractériser notamment, c'est un des motifs de recours à l'intérim, c'est l'accroissement temporaire d'activité. Ouais. Et là, dans ce que j'entends, il y a un petit mot qui me fait tilt, c'est temporaire. Exactement. Voilà. C'est par définition, on ne peut pas, en principe, cumuler dans le temps plusieurs contrats de mission avec le même salarié sur un même poste. Enfin, c'est pas que c'est tout à fait impossible. On peut effectivement signer sur la durée plusieurs contrats de mission avec le même salarié. Simplement, en cas de contentieux, c'est-à-dire en cas d'action du salarié
qui viendrait dire, mais en réalité, moi, je cumule depuis X temps des contrats de mission temporaire, donc j'occupe un poste pérenne dans l'entreprise. Et donc, je demande à ce que la relation de travail soit requalifiée en contrat de travail classique, à durée indéterminée. On peut avoir ce sujet d'action et le salarié de dire, mais en réalité, moi, je fais partie de l'entreprise comme n'importe quel autre salarié. D'ailleurs, tu dis, voilà, c'est le salarié, mais en fait, c'est l'intérimaire qui va revendiquer le statut de salarié. Exactement. Voilà. Et donc là, les risques pour l'employeur, c'est quoi? Parce que imaginons que voilà, on a employé un intérimaire de manière finalement continue, des missions successives qui s'enchaînent. Et à un moment donné, il y a une divergence qui se cristallise. Ça peut être d'ailleurs n'importe quoi. D'expérience, c'est peut-être un petit truc, un petit détail, et ça met le feu aux poudres. Et derrière, il se dit, bon, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir avoir comme levier? Et il va voir l'entreprise qui l'employait en tant qu'intérimaire, et il revendique finalement le statut de salarié. Exactement. Et alors, quelles sont les conséquences, les enjeux pour l'entreprise quand elle vient te voir et elle dit, j'ai cette problématique, quel est mon risque financier notamment, et puis peut-être d'autres risques annexes? Ouais, alors tu as raison, je rebondis sur ce que tu disais sur le fait que la plupart du temps, ça se passe bien avec les salariés intérimaires, et parfois même sur plusieurs années. Mais le jour où effectivement il y a un petit grain de sel dans la machine, qui peut être tout à fait sur une autre thématique, le versement d'une prime ou une problématique de temps de pause, enfin n'importe quoi. La relation de travail prend fin parce que le contrat de mission arrive à la fin. Et puis, parce qu'il y a eu ce grain dans la machine, le salarié intérimaire va se dire, en réalité, moi, je pourrais éventuellement obtenir davantage. Et donc là, on en vient au risque pour ces entreprises utilisatrices. Donc principalement, c'est l'action en requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée. Et les conséquences de cette action en requalification, c'est pour le salarié revendiquer les indemnités de rupture, parce que bien souvent, la relation de travail a pris fin. Donc, indemnité de rupture, c'est indemnité de licenciement, indemnité de préavis. C'est par voie de conséquence des dommages et intérêts pour l'absence de bien fondé de la rupture, parce que si on raisonne en cascade, on a un contrat à durée indéterminée qui a pris fin, mais sans respecter les règles et procédures de la rupture d'un contrat à durée indéterminée. Donc des dommages et intérêts qui sont évalués en fonction de l'ancienneté, c'est-à-dire de la durée de la relation de travail. Et puis un point aussi qui peut peser lourd un peu dans la balance, c'est que la jurisprudence vient nous dire que le salarié intérimaire peut aussi réclamer les salaires qui correspondent aux périodes d'intermission. Et donc ça, c'est vrai que bien souvent, ça vient alourdir possiblement les conséquences financières d'une requalification. D'autant plus si la relation de travail, finalement, a été suivie sur plusieurs années. Et parfois, on a des dossiers où il y a des périodes, ce qu'on appelle interstitielles entre plusieurs missions. Donc, c'est les périodes d'inactivité. Exactement. Où le salarié intérimaire revendique le versement des salaires sur toute cette période-là. Ouais, c'est ça. Et ensuite, à nous, avocats des entreprises, déjà de venir contester le bien fondé de l'action en requalification. Et évidemment, parce qu'on est prudent et on ne sait jamais ce que dira un juge, de contester le montant global des indemnités qui sont sollicitées. Et sur ces périodes interstitielles, on va essayer de dire que le salarié intérimaire, de toute façon, avait un autre employeur, donc ou qu'il était inscrit. Oui, il y avait peut-être d'autres missions parallèles. Exactement. Et d'ailleurs, je me demande quel est le rôle de la boîte d'intérim dans tout ça et sa responsabilité, parce que est-ce qu'elle a, elle, une obligation de veiller à ce qu'il n'y ait pas de risque de requalification, ou pas du tout, c'est un tiers neutre dans toute cette affaire? Alors non, c'est pas un tiers neutre, parce que c'est juridiquement
la relation de travail est triangulaire. Oui, c'est C'est-à-dire ça. que l'entreprise de travail temporaire, c'est juridiquement l'employeur du salarié intérimaire. Mm. Et elle ne fait que mettre à disposition ce salarié auprès de l'entreprise utilisatrice. Mhm. Donc juridiquement, entre l'entreprise utilisatrice et le salarié intérimaire, il n'y a pas de lien contractuel en tant que tel. Mm. Et chacune des deux entreprises ont leurs propres obligations. Mm. Pour l'entreprise de travail temporaire, son obligation principale, c'est d'établir le contrat de travail et de verser la rémunération en contrepartie du travail effectué. Donc, c'est elle qui va principalement gérer l'aspect administratif. Mais elle peut aussi, dans ce type de dossier d'action en requalification des contrats de mission en CDI, elle peut être visée par cette action aux côtés de l'entreprise utilisatrice parce qu'elle a des obligations qui lui sont propres. Par exemple, de veiller à ce que le salarié intérimaire signe bien son contrat de travail. Ouais. Parce que ça, c'est... Ah oui, tu as le même problème que moi quand je vois les dossiers marchés qui m'arrivent et il n'y a pas les signatures. Oui, voilà. Okay. Et quand on a un dossier qui arrive et qui commence comme ça, déjà, on part mal. Ouais, c'est parce qu'on s'est dit, bon, on a un contrat qui n'est pas signé et c'est l'absence de signature du contrat de mission temporaire. Ça peut suffire à justifier la requalification. Ah ouais, c'est beaucoup plus sévère d'ailleurs que dans mon cas où quand il n'y a pas de signature sur les marchés, on recherche l'intention des parties et on va dire qu'il y a un faisceau d'indices qui nous amène à considérer qu'il y a bien un marché de travaux. Là, tu me dis, quand il s'agit de contrat d'intérimaire, s'il n'y a pas de signature par l'intérimaire de ce contrat, la requalification en CDI est systématique, peut être systématique. Alors, elle est pas automatique. Elle est beaucoup plus probable. Elle est beaucoup plus probable. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le salarié intérimaire, c'est la première chose qui va soulever un problème de forme. Il aurait tort de ne pas se priver d'aller sur ce terrain-là. Après, quand on plaide les dossiers, ce qu'on va essayer de demander, qu'on prépare les dossiers avant de les plaider, ce qu'on demande à l'entreprise de travail temporaire et éventuellement à l'entreprise utilisatrice, c'est de savoir si déjà ils ont bien envoyé les contrats et s'ils ont relancé les salariés intérimaires pour signer. D'accord. Et là, si c'est le cas, on peut essayer d'expliquer que certes, il n'y a pas de signature et que possiblement ça peut justifier la requalification du contrat de mission en CDI. Mais simplement, le salarié intérimaire, il est de mauvaise foi parce qu'en réalité, on ne peut pas lui tenir la main, on ne peut pas le forcer à signer s'il ne veut pas, pas. Mais en tout cas, il a tout reçu, il ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, de venir nous reprocher l'absence de signature, il le fait un peu de mauvaise foi. Ouais, c'est moyen, quoi. Et donc, l'agence intérimaire, si elle commet des manquements de ce type dans, on va dire, une baisse de vigilance dans la bonne réalisation du dossier, on peut voir un partage de responsabilités, parce que moi je pense finance, évidemment, condamnation financière. Est-ce que l'employeur a raison d'aller sur le terrain de partage de responsabilités et dire, voilà, si je suis dans cette situation, c'est aussi parce qu'il y a eu une négligence de la part de la boîte d'intérim? Généralement, ce qui va se passer, c'est que le salarié intérimaire va agir à la fois contre l'entreprise utilisatrice et contre c'est lui qui directement les met en cause. Voilà. Ouais. Elles sont toutes les deux devant le conseil de prud'homme à s'expliquer. Selon l'argumentaire qui est développé par le salarié intérimaire pour obtenir la requalification, il y aura possiblement de fait un partage de responsabilité. C'est-à-dire que si c'est une problématique de signature de contrat, ce que pourra dire l'entreprise utilisatrice, c'est que ce problème-là n'est pas de mon ressort. Ouais. Donc, s'il devait y avoir une requalification, c'est pas sur moi que les conséquences indemnitaires vont tomber. Okay. Si c'est une problématique de le motif pour lequel l'entreprise utilisatrice a eu recours au salarié intérimaire,
typiquement, l'accroissement temporaire d'activité, la nécessité de tenir des délais Mm. n'est pas justifié, ou Mm. alors qu'on n'a pas de preuves matérielles d'expliquer pourquoi à ce moment-là on a dû avoir besoin de recourir à un salarié intérimaire. Là, pour le coup, c'est l'entreprise de travail temporaire qui va dire mais moi, en fait, c'est pas mon sujet de savoir pourquoi l'entreprise utilisatrice a besoin. Et donc, possible. Alors, le salarié, lui, il tape un peu sur Ouais, tout le sur monde. tout le monde, bien sûr. Peu importe pour lui qui, au final, Évidemment. va régler les indemnités. Ce qui peut généralement se passer, c'est qu'il y a une condamnation solidaire. Solidaire. Et après, On voit qui on va... chacune se partage. Ouais. Et après, ça, c'est pas du juridique. Mais selon les entreprises et les utilisatrices et les entreprises de travail temporaire, parfois, elles sont en lien d'affaires soutenu. Mhm. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que, bon, entre elles s'arrangent pour, en général, se partager. Répartir le voilà. risque. Ok. Autre question, est-ce que la boîte d'intérim, alors là non plus on n'est pas vraiment sur le terrain juridique, mais comme tu expliques, elles peuvent avoir un lien soutenu avec les entreprises. Elles veillent, par exemple, à pas mettre le même salarié tout au long de l'année pour le compte de la même entreprise, parce que comme tu expliquais qu'il fallait que ce soit continu et que le fait que le salarié, pas le salarié, l'intérimaire ait travaillé tout le temps pour la même boîte, ou s'il a de temps en temps eu des missions pour d'autres entreprises, dans ce deuxième cas, ça évite la requalification. Donc, est-ce que la boîte intérimaire, c'est pas vraiment une obligation légale finalement? En réalité, c'est plutôt du bon sens de la boîte d'intérim de veiller à ce que de temps en temps, l'intérimaire aille accomplir des missions ailleurs. Ouais, sauf que c'est pas leur activité, leur business à elles, c'est de placer des intérimaires. Voilà. Dans ma pratique, elles vont pas. Enfin, ce que j'observe, c'est que elles répondent principalement à une commande de l'entreprise utilisatrice. Ouais. Elles vont pas veiller. Enfin voilà, ce que je te disais spécialement. Au risque de requalification. Elles vont pas l'anticiper. Non, c'est plutôt. Donc c'est vraiment à l'entreprise. C'est vraiment à l'entreprise utilisatrice. L'entreprise peut pas se reposer sur la boîte d'intérim pour veiller à ce que les intérimaires qui viennent chez elle soient pas dans un risque de requalification en fait. Non, elles peuvent pas se reposer sur elles. Et il vaut mieux qu'elles soient vigilantes sur des points de base. Donc, on a évoqué tout à l'heure, ça va être est-ce que le contrat a bien été signé? Est-ce que on a bien un motif qui correspond aux motifs légaux de recours à l'intérim qui est écrit dans le contrat de travail temporaire? Et est-ce que au niveau de la durée maximale pour un seul contrat de mission qui est de 18 mois, est-ce qu'on ne dépasse pas cette durée maximale de 18 mois? 18 mois. Exactement. Est-ce qu'entre deux contrats de mission, on respecte les délais de carence? Parce que on peut, ce que je te disais, on peut signer plusieurs contrats de mission temporaires avec le même salarié. Donc, maximum, c'est 18 mois, mais on peut tout à fait envisager de conclure un deuxième contrat de mission pour une durée aussi de 18 mois. Mais la condition, c'est qu'on respecte les délais de carence entre ces deux contrats. Qui est de combien, tu peux nous dire? Ou il varie peut-être? Oui, il varie en fonction de la durée totale du contrat de mission initial. Alors, je ne voudrais plus dire de bêtises, mais c'est une fraction de la durée totale du contrat de mission initial. Donc, ça peut être assez long au final. Et ça l'entreprise de travail temporaire ne va pas le vérifier. Bon, quand on est très prudent, après, d'un point de vue juridique, on va plutôt conseiller aux entreprises utilisatrices. Voilà, on fait un contrat de mission avec un salarié temporaire qui peut durer jusqu'à 18 mois. Et après, si on peut, on fait appel à un autre salarié. Voilà, on essaie de se mettre des points d'alerte comme ça. Après, bon, ça, c'est les conseils juridiques. Après, il y a la réalité opérationnelle. Quand on a un chantier à terminer et qu'on a besoin de arbitrer. C'est ce que je dis tout le temps à mes clients, c'est que nous, on vous explique les règles légales, on vous estime votre risque, et puis après, on comprend parfaitement que parfois, entre le bénéfice et le risque,
il vaut mieux aller sur quelque chose d'un peu border parce que il y a la vie réelle, quoi. Il y a la vie réelle. Et alors d'ailleurs, la vie réelle, tu m'avais parlé du cas où les intérimaires, eux aussi, étaient très satisfaits de ce statut Mhm. et que financièrement, finalement, ils avaient aussi un intérêt parce qu'il y a des primes de précarité. Je sais Oui, plus comment on tout appelle à ça, fait. précarité. Et donc, tu as le cas aussi où l'employeur et l'intérimaire sont d'accord pour mettre en œuvre ce système et que du coup, l'intérimaire peut écrire à l'employeur. Vas-y, explique-nous un petit peu ce que tu Oui, m'avais alors, dit. dans le secteur du bâtiment, des travaux publics, il y a souvent une pénurie un peu de main-d'œuvre qui peut être identifiée. Et les salariés savent que potentiellement, ils peuvent trouver du travail assez facilement. Et certains privilégient de rester salariés intérimaires parce qu'effectivement, ce que tu disais, à la fin de leur mission, ils vont percevoir cette prime de précarité qui correspond à 10% de la rémunération globale convenue. Donc, ce n'est pas tout à fait neutre dans l'arbitrage. Et donc, certains se disent, en réalité, je suis gagnant je préfère ce statut. D'un point de vue financier, je préfère ce statut. Et donc, ce que peut faire l'entreprise utilisatrice dans ce cas-là, pour se protéger, c'est de se ménager la preuve qu'elle aurait bien aimé éventuellement embaucher directement cette personne parce qu'elle fait bien son travail et ce serait plus simple parce qu'elle a un besoin en fait assez qui se concrétise. C'est d'avoir cette traçabilité, d'avoir proposé éventuellement d'embaucher cette personne en contrat et de recueillir la preuve que l'intérimaire n'a pas souhaité, donc exprimer clairement le fait qu'il préfère rester dans ce statut. Ouais. Alors, c'est pas la baguette magique qui permet absolument, s'il y a un contentieux, d'éviter une action en requalification et surtout qu'elle aboutisse. Mais quand on va plaider devant le conseil de prud'homme, les juges peuvent être sensibles à ce type d'argument. Comme je dis souvent, qui veut la paix prépare la guerre. Donc, on prépare un bon dossier. On espère qu'il ne servira jamais. Exactement. Mais ça, c'est quand même un bon réflexe à avoir et qui finalement peut être tout à fait sincère parce que c'est vrai que cette question de requalification intérimaire en contrat de travail CDI, il y a une vraie logique, un vrai intérêt social quand on est dans des secteurs d'activité où il y a une pénurie d'emploi. Parce que là, c'est par défaut qu'on est intérimaire et pas par choix. Là où aujourd'hui, en 2025, dans le bâtiment, c'est plutôt l'inverse. Les entreprises cherchent de la main-d'œuvre, en manquent cruellement. Et donc là, finalement, l'intérim avec ses avantages financiers, quand l'intérimaire sait qu'il ne va pas avoir des périodes de carence trop longues et qu'il pourra très facilement remplir son année avec des missions, préfère ce statut parce que financièrement, il s'y retrouve tout simplement. Donc en fait, c'est du gagnant-gagnant. Je dirais même plus, je pense que c'est plus gagnant pour l'intérimaire quand il est en plein emploi que pour l'entreprise. En fait. Et puis là, il y a une forme de liberté aussi, de se dire, je vais tester différentes entreprises. Voilà. Et c'est vrai qu'on est dans une période de plein emploi, alors pas, en tout cas dans certains secteurs-là, ça peut être beaucoup plus attractif. Et ça, après, c'est compliqué d'expliquer au conseil de prud'homme, de dire il le voulait bien, on n'a pas d'éléments matériels. Et les magistrats, ils peuvent parfois s'en foutre parce que c'est un dispositif qui est strictement encadré et malgré tout, les travailleurs restent dans une position d'infériorité. Et s'il y a des règles précises dans le Code du travail,
c'est pas pour les détourner, même s'il y a une forme, il peut y avoir une forme de complicité. Alors, je mets des gros guillemets. Hein. Ouais. Quand on plaide les dossiers 3 ans après, Oui. Voilà. Oui, c'est clair. Ok. Très intéressant ce premier sujet qui vraiment là concerne full droit du travail. Mais il y a donc des sujets un peu transverses. Et là, récemment, on a eu un dossier très spécifique où toi et moi, on a été amenés à discuter. Oui. C'est le thème de l'inspection du travail. Je rigole, mais franchement, c'est quand même dur quand on a des clients, entreprises du bâtiment qui viennent nous voir. Alors, l'inspection du travail, c'est un vrai rôle. Parce qu'effectivement, je ne vais pas dire que des choses positives sur l'inspection du travail. Mais l'inspection du travail, les inspecteurs du travail, ils ont une réelle mission. Ils protègent les salariés, la santé, la sécurité sur les chantiers. Et Dieu sait que dans le secteur du bâtiment, il y a de vrais risques. Il y a eu des accidents terribles, des accidents parfois mortels. Donc, évidemment qu'on en a besoin. Mais tout excès nuit. Et quand les bonnes intentions se transforment en des aberrations comme on a pu le vivre là récemment, ça amène quand même des discussions. Alors, on vous donne un élément de contexte. J'accompagne une société et elle est venue me voir parce qu'elle a reçu une convocation pour être auditionnée auprès d'une inspectrice du travail. Elle me demande de l'accompagner. C'est un droit qui est d'ailleurs indiqué dans la convocation. C'est un droit que toute entreprise a de se faire accompagner par un avocat. Ce qui lui est reproché notamment, c'est de ne pas avoir assuré à ses équipes le port des équipements de protection individuelle, EPI. Donc ça, c'était l'infraction principale, on va dire. Et donc, elle nous convoque et elle nous pose tout un tas de questions. Quelles sont les mesures qu'on a mises en œuvre ? Pourquoi, quand elle s'est déplacée à plusieurs reprises sur le chantier, elle n'a pas trouvé les équipements ? Et donc, l'entreprise a apporté tout un tas de justificatifs. Des factures d'achat d'équipements, le document... Alors, j'oublie à chaque fois le nom, dis-moi. Document unique d'évaluation des risques. Voilà, le document unique d'évaluation des risques. DUER. Voilà, le DUER. Donc, en fait, c'est un document qui répertorie tous les risques identifiés dans l'entreprise. Donc là, concernant l'entreprise, étaient répertoriés tous les produits qu'ils utilisaient notamment. Et je ne sais pas si on intègre les machines aussi. Ah si, les machines. Ouais. Et donc, on essaie de répertorier tout ça en identifiant les risques et en apportant des mesures de sécurité. Ouais. Okay. Donc, on produit tout ça. Et alors, 2 choses qui m'ont un peu choquée. Enfin, 3 choses, je dirais. Déjà, ma présence n'était pas la bienvenue. C'est-à-dire que toute intervention de ma part était quand même analysée comme une tentative de dévoyer au travail de l'inspection du travail. De dévoyer le propos de mon client. J'ai eu des... Mais enfin, maître, si vous voulez parler à la place de votre client, je peux aussi arrêter l'audition. Voilà, c'était quand même assez agressif. Alors que Dieu sait que j'essayais de marcher sur des œufs. En plus, t'es adorable. Donc voilà, je comprends même pas la réaction de l'inspection du travail. Je dis, madame l'inspectrice, je suis pourtant adorable. Je comprends pas. Ben non, elle était pas d'accord. Et donc, bon, j'essayais quand même, keep calme. C'est quand même le leitmotiv des avocats dans ce genre de situation, je pense. Et donc, bon, j'intervenais vraiment avec parcimonie. Donc ça, c'est le premier sujet où quand même le droit du client d'être accompagné de son avocat était mal perçu. Comme un peu une... D'ailleurs, elle nous l'a dit en fin d'entretien, un peu comme une défiance, enfin, presque un aveu de culpabilité. Ouais. Tu vois ? Donc ça m'a un peu perturbée. Deuxième chose qui m'a un peu perturbée, c'était sur la question du DUER. Ça, c'était pas mal. Où elle nous a demandé où est-ce qu'il se trouvait physiquement dans les locaux. Donc je lui ai dit, enfin mon client lui a dit, écoutez, ils sont chez la secrétaire. Elle finit à quelle heure la secrétaire ? Elle finit, je sais pas, à 17h30, 18h. Et alors comment ça se passe quand un salarié de l'entreprise a envie de consulter le DUER à 19h ?
Comment il peut y accéder? Je sais pas, peut-être qu'il y a possibilité de le ah oui, parce qu'en plus, il faut que j'interroge mon client sous forme de questions. Je ne peux pas, donner mon avis, Ouais, il ouais. faut que je dise: «Mais est-ce que du coup, il est possible de communiquer le DUR, par, mail?» Oui. Mmh. Donc il dit: «Bah, oui, je pense que c'est tout à fait possible» et non, non, l'inspectrice s'est campée sur sa position en mode: «Le DUR doit être accessible, pour les salariés quand ils le sollicitent, tard après un chantier». Cas qui n'arrive strictement Jamais. jamais. Donc première preuve d'excès, voilà, la législation est utile, mais Mmh. là, j'étais un peu choquée, en mode, bon, laissez les gens travailler, s'il vous plaît. Et 3e truc, quand elle nous explique, que, malgré la production des factures et cetera et là, je peux le comprendre un peu plus, en tout cas, il y a des solutions plus faciles à mettre en œuvre, sur le port des EPI, la mise à disposition des EPI. Il suffit pas de dire aux entreprises, bah, «Justifiez-moi d'avoir acheté les Ouais. équipements». Mmh. Donc elle interroge quand même sur les tailles et les pointures, Oui. attention. Certes, il y a une certaine logique évidemment. Mmh. Donc il Elle faut est quand allée même dans le pouvoir détail, en elle tout est allée cas, dans hein. l'ultra détail. Ouais. Il faut quand même prouver que, voilà, on a les bottes en Mmh. 41, 42, 43 et que, chacun a sa taille. Mais au-delà de prouver qu'ils sont à disposition dans les locaux, le mieux, en fait, c'est d'avoir les équipements dans les camionnettes. Parce qu'en fait, ce que nous disait l'entreprise, c'est que certes, ils mettent à disposition les équipements, Mmh. mais par exemple, les gants, bah, il n'existe pas de gants adaptés et efficaces pour à la fois protéger les salariés Ouais. et en même temps réaliser correctement le travail. Donc en fait, on donne les équipements aux salariés, on leur Mmh. demande de les porter, quitte à ce que ça les handicape un peu. Peut-être qu'il y a une phase d'adaptation qu'ils ont du mal à franchir, j'en sais rien, mais en tout cas, ça les gêne. Mmh. Donc les forcer à les porter malgré tout. Et puis, bah, dès qu'on a le dos tourné, en réalité, ils les enlèvent. Ils se collent des trucs. C'est vrai qu'il y a des photos. Ils se collent des sacs plastiques. Rétrospectivement, bon, c'est vrai que tout Ouais, n'était ouais. pas Il nickel. y a quand même, tout n'est pas noir ou blanc, hein, mais voilà, il y a quand Ah, même jamais, jamais, voilà, évidemment. il y a quand même Ouais. voilà, des salariés qui se collent des sacs plastiques autour des genoux. Ouais. Voilà, ils font un peu le truc. Il y a les équipements qu'on fournit, on leur dit allez, prenez, mais il faut s'assurer que ça soit dans la camionnette à Mmh. disposition. Mmh. Et plus encore, il faut qu'il y ait quelqu'un sur le chantier qui soit responsable et veiller à ce que les salariés portent les équipements. Parce que naturellement, eux, et eux aussi, on comprend Oui. leur point de vue en réalité, Oui. bah, ils ont envie de les enlever Mmh. parce que ça les embête, parce qu'ils n'arrivent pas Mmh. à bien Mmh. accomplir leur mission là-dessus. Mmh. Alors Mmh. déjà, un message aux équipementiers, faites des trucs bien, qui à la fois assurent la Oui. sécurité et derrière permettent, Qui gêne pas, ouais. ouais, qui Mmh. voilà, qui gênent pas dans l'accomplissement de la mission. Il y a un marché là, il faut Mmh. le prendre. et, et deux, comment on fait pour, entreprise, encore une fois, se protéger là-dessus? Bon, je t'ai lancé plein de sujets. Tu prends Oui, celui que tu c'est veux au vrai vol. que Et c'est vrai que c'est riche. voilà, dis-nous tout. Sur le DUR peut-être. Alors oui, commençons par le commencement. Pourquoi l'inspection du travail est vigilante sur ce document? Parce que c'est l'un des documents de base que toute entreprise doit avoir, quel que soit d'ailleurs son secteur d'activité. Donc, ce n'est pas propre aux entreprises Ouais. du bâtiment. Et ce document, il matérialise, si tu veux, l'obligation de prévention, qui est une obligation légale qui pèse sur tout employeur en matière de santé-sécurité. Et donc, ce document-là, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, un document qui recense, en synthèse, hein, l'ensemble des risques que peuvent encourir les salariés sur leur lieu de travail et face aux risques identifiés, qui met en place des plans d'action, des plans de prévention, des mesures correctives pour éviter que le risque, qu'on ne peut pas annuler, hein, parce que, on le sait, peut y avoir des accidents, notamment sur les chantiers, pas que, mais c'est un secteur Ouais, d'activité c'est un gros très secteur. accidentogène.
Et donc, ce document permet de matérialiser le fait que l'employeur répond à son obligation de sécurité en faisant ce travail d'identification et des risques et des mesures correctives à mettre en place. Donc, c'est la base que toute entreprise doit avoir. Et c'est un document, pourquoi elle a insisté sur le fait que à tout moment, il fallait pouvoir le communiquer aux salariés. Malheureusement, pour prendre la défense de l'inspection du travail... Vas-y, rééquilibre le débat. Voilà, c'est que les textes, effectivement, prévoient que ce document doit être à tout moment consultable, alors par les salariés, mais par l'inspection du travail, par éventuellement les représentants du personnel s'ils existent au sein de l'entreprise, donc par toute une série d'intervenants internes ou externes à l'entreprise. Alors, quand tu dis à tout moment, ça veut dire à 2h du matin. J'ai une illumination, je me réveille, je dis je veux consulter mon document. Oui, alors c'est là où il y a c'est foufou, quand même. un peu une... Il y a ce que disent les textes et la réalité. Et peut-être même aussi l'interprétation jurisprudentielle. J'ai Exactement. du mal à entendre qu'un procureur de la République va poursuivre parce que le DUR n'était pas consultable à 20h. Quoi. Non, l'important, c'est qu'il existe. Il existe. Idéalement, c'est de mettre une affiche ou s'il y a un intranet qui existe c'est ce que j'ai expliqué, on est en 2025. Donc peut-être que justement, c'est d'autant plus facilement accessible s'il a été communiqué par mail. Oui, mais voilà. Après, ça peut être aussi... de mettre une affiche qui dit le DUR est consultable auprès des services des ressources humaines ou auprès du... Bon, mais moi, à mon sens, alors, parce qu'on en avait parlé, tu m'avais dit, mais est-ce qu'il faudrait carrément le faire signer au moment de l'embauche Non, parce que déjà, alors, ça peut être volumineux. Il est évolutif. Et chaque année, en principe, on doit le mettre à jour. Ouais. Et les risques, ils peuvent évoluer bien sûr. Selon l'activité et puis même selon... je me souviens, à l'époque du Covid, cette grande époque, il avait fallu intégrer ce risque dans le document unique d'évaluation des risques. Donc, tu vois, il est mouvant. Ça n'a pas donc, une version numérique accessible à tous. Ouais. Je ne sais par quel intranet de boîte, mais bon, les petites boîtes, elles vont pas... Non. Bon, bref, c'est un sujet. Mais pouvons-nous considérer qu'à partir du moment où il est accessible aux heures de bureau de la secrétaire, ça semble être quand même raisonnable? Je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, on est d'accord. Alors, c'est déjà pas mal d'en avoir un. Parce que... à jour, tu veux dire. Ah ben tiens, à ce sujet, dis-nous qui l'établit. L'employeur peut le faire tout seul. Il peut se... Alors, moi, je pense qu'il y a quand même des problématiques... techniques qui font que tout le monde n'a pas les compétences pour évaluer les risques et les mesures à mettre en place en face. On est bien d'accord. C'est un métier quand même. C'est quand même un métier. Et puis, selon les secteurs d'activité, on ne va pas évidemment retrouver les mêmes risques. Ouais. Donc, je sais qu'il y a certains conseils juridiques qui font... ou voir des avocats qui proposent ce type de prestations. Moi, en tout cas, tu te lances pas là-dedans. Parce que j'ai le sentiment que ça dépasse mes compétences. Il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Voilà, je pense qu'il faut faire appel à un organisme spécialisé. Les fédérations professionnelles peuvent aider à établir, elles ont des modèles. Elles peuvent tout à fait aider à établir ce document. Je pense qu'il faut aller soit vers la voie fédération, soit vers la voie organisme spécialisé, parce que pour du coup en avoir consulté un. Bon, déjà, l'inspectrice du travail m'a demandé qui l'avait établi. Médecin du travail aussi, parce que du coup, c'était avec la médecine du travail qu'il avait été établi. Bon, ça lui a pas suffi. Mais bon, un organisme spécialisé ou la fédération qui vous garantit que, la Fédération française du bâtiment notamment. Je pense que ça, c'est les 2 meilleures pistes pour être sécurisé. Je crois pas que ça coûte bien cher. Alors, par la fédération, j'imagine que c'est
quelque chose En fait, ça compris peut dans ri l'adhésion. ça maintenant, en plus, bon, c'est ChatGPT, tiens. voilà, on Est-ce qu'il peut a pas nous le faire, ChatGPT? alors figure-toi que par curiosité, j'avais interrogé ChatGPT, Ouais, sur ce qu'on pouvait trouver, mais ouais, bah, en fait, oui, effectivement, ChatGPT peut aider à la construction, de ce document. ouais, Après, ChatGPT n'est pas dans l'entreprise ouais, et risque d'emmener, sur des thématiques qui ne sont pas adaptées. Donc, ouais. En fait, il faut il faut toujours un prendre contrôleur il de faut toujours ChatGPT. contrôler, mais ça de manière Ouais, générale, chat, t'es pas ce qu'il nous autonome. dit. Ouais, Voilà. t'es pas encore autonome. Non, Mais tu nous aides bien, on va voilà. pas se mentir. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Et puis surtout, et aussi, il faut anticiper la question de l'inspecteur du travail. Qui vous a établi le DUR? Mmh. Évidemment que si tu lui dis c'est moi et ChatGPT, ça va pas lui suffire. Non, ça va pas lui Ça va suffire. pas lui suffire. Donc, allez, on résume, fédération, organisme Exactement. spécialisé et on est Ouais, tranquille. ouais. Ok, donc sujet DUR, je pense que c'est ok. C'est OK. Sujet EPI, donc Ouais. équipement de protection individuelle. Tu as eu des dossiers, toi, tu as des choses à nous raconter là-dessus? Sur les EPI, alors, j'ai des dossiers, de manière indirecte sur ces thématiques-là et là, je mets ma casquette, employeur, Ouais, enfin accompagnant. avocat, Ouais, d'employeur. C'est que, effectivement, tu le disais, tu le racontais tout à l'heure avec, ton échange, avec, l'inspection du travail qui te disait, bah, il faut limite qu'il y ait quelqu'un qui vérifie que sur place, ouais, que, exactement. les EPI sont correctement portés, qu'ils le sont toute la journée, qu'ils ne sont pas enlevés, et cetera, et cetera. La problématique qui peut se poser d'un point de vue, social, a très simple, admettons, il y a, un accident, du travail ou autre. Il s'avère que les salariés n'ont pas, portaient pas leur EPI à ce moment-là. Et effectivement, ça peut être un élément qui engage ensuite la responsabilité, de l'employeur s'il s'avère que, d'un point de vue conseil, et on en avait échangé, pour ton dossier, dont tu viens de parler, c'est que si effectivement, pour se protéger, l'employeur constate que il y a un peu de relâchement sur le port des EPI, par, les salariés. Malheureusement, pour se protéger, le mieux, c'est que, il y ait des écrits, qui partent de l'employeur parce qu'il a une obligation de sécurité, sur ces chantiers pour rappeler, aux salariés leur Ouais, obligation, ouais. de porter ces EPI. Mhm. Et éventuellement, si on constate que, ces manquements, se reproduisent, on peut imaginer aller, jusqu'à sanctionner les salariés pour les Ouais, forcer, enfin les forcer. Non, on ne pourra jamais les forcer. Mais à minima, pour que si d'aventure, malheureusement, il y a un contrôle de l'inspection du bah ouais. travail ou pire, un accident, que l'employeur puisse venir dire, moi, regardez, en fait, je suis bien conscient que je fais tout mon possible pour que les salariés, portent ces EPI, mais donc et jusqu'à, les sanctionner. Et donc moi, je ne peux pas faire plus que ça. En tout cas, ma responsabilité à moi, employeur, elle est nécessairement minimisée parce que je montre que j'ai conscience du risque et je montre que j'agis. Ouais. Ouais, ouais, c'est exactement ce qu'on avait fait à l'issue du rendez-vous, Mmh. enfin de l'audition, Mmh. où on avait adressé, sur tes conseils d'ailleurs, des courriers d'avertissement en fait. Mmh. C'était quoi? C'était une Oui, alors observation, on avait voulu, être un peu plus voilà, soft être un peu plus soft, qu'un avertissement. qu'une sanction disciplinaire à Ouais. proprement parler. C'était plus un rappel, des règles, Mm, mm. applicables. D'accord. Ok. Oui, c'est ce qu'on avait fait. Et tu m'avais dit que ça peut aller jusqu'au licenciement si jamais le comportement... Parce que c'est une faute, en fait, du salarié, hein, tout Ouais. simplement. Il se met en danger, il met en danger les autres. Mmh mh. Donc, ça peut aller, si c'est répété, jusqu'au licenciement. Ouais. En tout cas, c'est quand même bien, si on a déjà eu un contrôle d'inspection du travail à ce sujet, de prendre des mesures. Mmh. Donc, évidemment, d'avertir tous ces salariés, ou en tout cas, de leur adresser un courrier recommandé pour leur Mmh. dire attention, là, on rigole plus avec ça. Mmh, mmh, mmh. Et il y avait aussi la question du... Parce que mon client me disait très justement, on est deux gérants dans la boîte,
on peut pas être derrière chaque salarié sur nos 5 chantiers en cours. Ça n'est juste pas possible. Donc, comment est-ce que je fais moi pour... alors, on peut pas aller forcer Manu Militari, mais pour leur dire, porte tes bottes, porte tes gants, porte ton pantalon. Donc, on avait échangé et tu m'avais dit, il est possible de transférer cette mission sur le chef du chantier. Il faut que ce soit prévu dans son contrat de travail. Alors oui, ce qui peut être envisagé, je pense que ça dépend de la taille de l'entreprise bien sûr. aussi, parce qu'il faut avoir le personnel pour. Adapté, ouais. Mais effectivement, en termes de... Alors, on peut imaginer le transfert de responsabilité, évidemment, opérationnelle. C'est-à-dire, toi, chef de chantier, parmi tes missions, figure celle de veiller à ce que les salariés respectent leurs obligations. Vous êtes en charge de la sécurité sur le chantier, donc ça, OK. Et ce qui peut être aussi envisagé, c'est de transférer pas uniquement la responsabilité opérationnelle, mais éventuellement aussi la responsabilité pénale s'il y a un manquement grave qui est constaté sur un chantier aux règles de santé sécurité. Donc ça passe par ce qu'on appelle une délégation de pouvoir. OK. Qui est un document qui est écrit, qui est souvent une annexe au contrat de travail et qui, pour être valable, suppose que le délégataire ait les moyens humains, matériels. On le forme aussi ? Alors, il peut y avoir, s'il n'est pas formé, évidemment, il faut le former sur ces thématiques. Mais dans les faits, cette transfert de responsabilité pénale, elle doit s'accompagner effectivement il faut s'assurer que le délégataire ait vraiment les moyens d'assumer cette responsabilité-là. Donc effectivement, s'il n'est pas formé, déjà on a un problème, il y aura un trou dans la raquette. D'ailleurs, il y a aussi une question, un enjeu sur les formations de part des EPI qui avait été évoqué avec l'inspectrice du travail. Et donc, tu me confirmes que c'est bien aussi d'anticiper le volet formation. Ah oui, parce qu'en fait, si tu veux, pour résumer, l'obligation de sécurité qui incombe à tout employeur, il y a 3 thématiques en réalité. Tu as l'obligation d'information. Donc, ça va être notamment à travers le document unique d'évaluation des risques. Tu as le deuxième volet qui est la formation. Et donc, évidemment, quand on met une machine sur un chantier, il faut s'assurer que les salariés soient formés à l'utilisation de cette machine. Les EPI, c'est pareil. S'il y a une nécessité de former, il faut mettre en place cette formation et avoir les éléments pour prouver éventuellement que la formation a bien été suivie. Donc, c'est faire signer des attestations de présence, ce genre de documents. C'est un peu fastidieux, mais c'est utile. À un moment donné, ça peut toujours l'être. Et puis, le troisième volet, effectivement, ça va être la prévention. Donc, ça recoupe aussi avec les visites médicales auprès du médecin du travail. C'est ça. C'est qu'on fait tout ça. Mais surtout, on garde le justificatif de tout ce qu'on a réalisé. Ça, c'est hyper important. Et ça va, comme je vous le disais tout à l'heure, jusqu'aux factures. Il faut absolument garder les factures avec tout ce qui a été acheté, tout ce qui a été donné aux salariés, signer des documents de remise d'équipement. Voilà. En fait, il faut garder la traçabilité de toute la bonne volonté qu'on a mise pour être conforme à la législation sécurité santé. Ok. Et d'ailleurs, on en avait parlé, ça c'est sur la thématique inspection du travail, et qui parfois on se dit, mais... on marche sur d'accord. la tête. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Moi, j'avais eu j'ai eu plusieurs cas ces derniers mois. Donc, je ne sais pas si l'inspection du travail a reçu des instructions. Oui, elle me l'a dit. Elle m'a dit qu'en ce moment, ils étaient sur les dents parce qu'il y a eu une augmentation significative des accidents graves. Oui.
voire mortelle. Oui. Donc, je comprends aussi la politique de Mm. serrer la vis. Mm. Donc, justement, nous, entreprises du bâtiment, on anticipe ça. On sait que là, il y a un contexte où l'inspection du travail va être sur les dents. Il y a des volontés politiques. Il faut absolument pouvoir anticiper ça. Mm. Donc, on essaie d'être le plus carré possible. Donc, il y a effectivement beaucoup de contrôle, mais ça, on va dire, c'est naturel sur les aspects santé-sécurité pure. Est-ce que le travail en hauteur est suffisamment sécurisé? Parce qu'on sait que c'est très accidentogène. Bon. Ouais. Et moi, ce que je constate aussi, c'est que lors de contrôle de l'inspection du travail, donc évidemment la santé et la sécurité, mais il y a d'autres points de contrôle. Bien Ça sûr. aussi le travail éventuellement illégal. Ah oui. Qui est un autre Ah point. oui, raconte-nous cette anecdote. Il nous reste 9 minutes. Donc, tu vas, celle-là, elle est bien, mais, celle-là. Non, sur la base vie, tu veux dire? Ah oui, il y avait C'est la plus ça. base vie. Et tu m'avais dit oui, un bah autre si, truc. c'est ça, et le travail. Mais c'est en lien avec la Alors sécurité. vas-y, on est go Oui, pour alors, l'anecdote de la fin qui vaut son pesant d'or. Oui, ça c'est sur les contrôles sur la santé et la sécurité de l'inspection du travail. Elle est très attentive sur aussi les équipements sanitaires et de restauration qui doivent être mis en place sur un chantier. Et en particulier sur les chantiers de plus de 4 mois. Donc, il faut des sanitaires, il faut une douche, il faut un espace, un local restauration, un vestiaire, etc. etc. Donc ça, évidemment, que les salariés sur le chantier doivent pouvoir avoir ces éléments-là pour aller aux toilettes, se restaurer, c'est naturel. Bon. Mais ce qu'on constate de plus en plus, c'est que lors de ces contrôles, une hypervigilance des inspecteurs du travail sur la qualité de ces installations dont on sait que, a priori, ça ne va pas être aussi propre qu'un hôtel 5 étoiles. Ça, c'est évident. Quand on est sur un chantier, il y a du passage, il y a de la poussière, tout ce qu'on... Et aujourd'hui, alors ce n'est pas nouveau, mais depuis 2016, l'inspection du travail a la possibilité de prononcer des amendes administratives sur ces thématiques-là en particulier. Pas que, mais ça fait partie de ce champ d'amende. Et en fait, donc j'ai des clients qui reçoivent des projets d'amende administrative sur la base de contrôles effectués par l'inspection du travail, qui va forfaitairement évaluer une amende. Donc, c'est 4 000 € par salarié, par manquement constaté. Ouais. Et donc, on se retrouve avec des projets d'amende de plus de 80 000 € parce que y a pas assez de papier toilette, c'est pas assez propre. Au niveau de la salle de restauration, c'est pas suffisamment séparé du lieu de vestiaire. Il n'y a pas de cadenas sur les vestiaires. Et donc, on cumule tous ces manquements et on arrive à des projets. Alors, dans les faits, ensuite, on peut contester. On peut faire part des observations. Et là, je reboucle avec ce que tu disais sur il faut tout garder, les factures d'achat. Donc là, on va justifier qu'on a pris... Oui, peut-être qu'il n'y avait pas assez de papier toilette. Mais suite au contrôle, on est allé acheter de quoi remplir pour au moins 3 mois, les 3 mois suivants. Voilà. Donc si un jour on croise quelqu'un avec un chariot rempli de papier toilette, c'est pas forcément un survivaliste. C'est ça. C'est peut-être un gars qui a eu un contrôle sur un chantier. Voilà, mais si on vous recevez ce type de projet, il ne faut pas paniquer. Même si le montant facialement réclamé est faramineux, en général, on obtient à ce que ce soit minimisé et peut-être même que ce soit juste, muté en simple avertissement. Mais c'est important d'être, y compris sur la base vie, qui n'est pas à proprement parler la santé, sécurité, c'est plutôt l'hygiène sur le lieu de travail. On a aussi des inspecteurs du travail qui sont... Très pointilleux. Très pointilleux, voilà. Très pointilleux, disons ça. Et tu me disais que les infractions qui sont relevées sont circonscrites et peuvent avoir des conséquences assez lourdes sur la volonté d'embauche de salariés qui ont besoin d'un titre de séjour pour travailler. Oui, alors ça, c'est la problématique santé-sécurité, elle peut impliquer différents types de risques. On ne va pas tous les citer, mais il
y a un risque civil, il y a un risque pénal, il y a un risque avec l'inspection du travail qui peut arrêter le chantier parce que tout n'est pas OK, etc., etc. Moi, j'ai identifié récemment dans un de mes dossiers une conséquence indirecte et à long terme de manquement à l'obligation de sécurité. C'est que lorsque vous, employeur, vous souhaitez engager un salarié étranger hors UE, qui a peut-être un titre de séjour, mais en tout cas qui n'a pas d'autorisation de travail, et donc vous l'accompagnez, c'est-à-dire que vous faites une demande d'autorisation de travail auprès de la préfecture. Parmi toutes les obligations que vous, en tant qu'employeur, vous devez remplir, figure celle de ne pas avoir fait l'objet soit d'une condamnation, soit d'une constatation que vous avez manqué à votre gravement, ce n'est pas toutes les obligations, mais à votre obligation de sécurité. Et donc, on peut se retrouver dans des cas où, sur la base, on va prendre l'exemple que j'ai eu d'un procès verbal de l'inspection du travail sur un manquement relatif, je crois que c'était sur justement des EPI liés à l'utilisation d'amiante. Alors c'est sûr que c'est un produit très dangereux, mais il y avait eu juste un PV, il n'y avait pas eu de condamnation derrière pénale, et donc ça s'était arrêté là. Sur la base de ce PV, l'administration, la préfecture, a refusé de donner une autorisation de travail plus de 2 années après ce fameux PV qui portait sur cette problématique de santé, sécurité. Et donc, on a un employeur qui veut recruter et qui se retrouve rattrapé par la patrouille pour quelque chose qui a strictement rien à voir. C'est ça. On parle de sécurité, là on veut embaucher quelqu'un. Voilà. Et ça, là où c'est très problématique à mon sens, c'est que les textes aujourd'hui ne prévoient pas de délai au terme duquel la préfecture va ne plus prendre en compte éventuellement ces PV ou ces... voilà. Et ce qu'on sait, c'est que dans les consignes officieuses qui sont données, c'est que la préfecture, quand elle examine une demande d'autorisation de travail, sur ces thématiques-là de santé-sécurité, elle peut remonter jusqu'à 2 années. D'accord. Donc ça peut être long, très long, mais ça peut être même et plus. Ça peut handicaper le développement de la boîte qui a un besoin en recrutement. Exactement. Et qui ne peut pas recruter les personnes qu'elle a envie de recruter, qui sont disponibles pour travailler. Donc en fait, le droit à l'oubli, là, sur ce dossier, sur cette affaire, ça peut être conséquent. Ça peut avoir des vraies conséquences. Il n'y a pas vraiment de droit à l'oubli, il n'y a pas de prescription, c'est 2 ans de manière officieuse, mais en fait, ça pourrait être plus. Il n'y a pas de... Là, on est un peu... On a déjà... des conséquences immédiates et évidentes, et puis d'autres conséquences un peu moins maîtrisées, donc attention. Et sachant que dans les secteurs du bâtiment, selon les secteurs, dans les faits, ce qu'on sait, c'est que y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de recruter des salariés étrangers. Bien sûr. Et donc qui ont besoin de solliciter une autorisation de travail. Donc voilà pour la conséquence secrète. Merci Marie, c'est hyper franchement hyper intéressant. C'est vrai, quand tu me l'avais dit, j'en avais jamais entendu parler, j'avais pas du tout appréhendé ça, donc très intéressant. Comme tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui. Eh bien, j'espère que ça t'a intéressé. Franchement, c'était top. Je pense que ça va intéresser nos auditeurs. C'est la fin. Déjà, c'est passé vite. Ça passe super vite. Échange trop cool. J'ai hâte que nos auditeurs en profitent. Moi aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous faire part de vos expériences aussi en commentaire. On lira tout. Et puis, je recevrai donc dans les prochains épisodes des entreprises du bâtiment, je pense des architectes. Il va se passer plein de choses à venir dans le podcast. Merci beaucoup à tous et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast Le casque et la robe. Merci. Merci.